Merci à tout le monde de venir assister à cette magnifique masterclass. Enfin, j'espère que vous direz magnifique à la fin. On a la chance aujourd'hui d'intervenir avec le groupe Barrière qui nous a fait confiance il y a un peu plus d'un an. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais. Et pour ceux qui étaient là aux épisodes précédents, je pense que la première fois qu'on était intervenu, c'était avec Picard. Et on vous avait présenté 8 ou 9 ans de transformation data. Ensuite, on a fait Pierre et Vacances Center Park 3-4 ans. On a fait La Poste Mobile 2 ans. Bah là, c'est 1 an et demi qui montre l'accélération. Parce que quand vous allez voir le contenu qui a été délivré en 1 an et demi, c'est assez impressionnant. Et c'est impressionnant surtout quand on fait la presse. On a été beaucoup plus rapide que... Voilà, exactement. Donc je pense qu'avec le temps, on accélère de manière très importante sur les transformations data. Emmanuel, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Anglade, je dirige les activités marketing, commercial et technologie pour le groupe, pour l'ensemble de ses activités, hôtels et casinos. Donc Salomon Bentolila, moi je dirige le département CRM, data et fidélité au sein de la direction des systèmes d'information chez Emmanuel. Et donc moi je suis Didier Richaudot, je suis un des associés d'Equancy en charge des activités data. Petite présentation du groupe Barrière. Alors, petite présentation du groupe. Le groupe, pour bien le présenter, c'est d'abord et avant tout une histoire de famille, une passion pour le loisir, l'entertainment, l'hospitalité qui se transmet de génération en génération. Le groupe a été créé en 1912 par François André, qui est l'inventeur du resort à la française, puisque c'est à Deauville qu'il a décidé de mettre dans un même lieu tout ce qu'il fallait pour divertir la riche clientèle de l'époque. Donc un hôtel, un casino, des tennis, du polo, bref, l'ensemble des activités qui tournent autour de l'hospitalité. L'aventure ensuite s'est poursuivie en 1926, la Baule a été créée. Puis ensuite, le groupe n'a cessé de se développer et d'innover autour de ce cœur de métier, notre ADN, qui est l'hospitalité et tous les loisirs qui l'entourent. En 2 mots, le groupe, donc, c'est 2 grandes activités. L'activité jeu, on est le leader en France, voire en Europe, sur le casino physique. On a 32 casinos, plus un cercle de jeu qui est sur les Champs-Élysées. On développe aussi dans ces casinos l'ensemble de... Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des adeptes du casino. Moi, quand j'ai rejoint le groupe Barrière, je ne connaissais pas cet univers. Donc, bien sûr, c'est un univers de jeu, mais autour du casino, il y a tout un écosystème de restauration, d'artistique. On a aussi dans nos casinos des salles de concerts et de spectacles. On en fait plus de 3500 représentations par an. C'est aussi donc dans cet univers du jeu, voilà, leader incontesté. En France, en Europe, on a parmi les 10 premiers casinos français. Sur la partie hôtellerie, on est une référence. On a des destinations assez emblématiques. On est une référence de l'hôtellerie de luxe, d'un luxe authentique, familial, non ostentatoire, qu'on développe en France et qu'on exporte aussi à l'international. Donc on a 18 hôtels. On vient d'ouvrir la semaine dernière un hôtel à New York, à Tribeca, un Fouquet's. Et puis la suite demain. On fait aussi dans nos hôtels, bien sûr, de l'individuel, mais peut-être aussi certains d'entre vous, on a une grosse activité séminaire. On a à peu près 4500 events d'entreprise dans nos lieux à Deauville, La Baule, Cannes, par an. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On a aussi des activités de bien-être et de sport. Donc, Equancy en quelques mots. Donc, on n'a pas 100 ans, nous on a 20 ans, on est un peu plus jeune, mais on est quand même vieux dans un métier de la data, puisque là, ça a toujours été data-driven Equancy depuis l'origine. On est une centaine de consultants. Le vaisseau amiral, c'est à Paris, et on a des bureaux à Dubaï et à Mumbai. Notre métier, c'est d'accompagner des clients business dans l'usage et la valorisation de leurs data pour l'ensemble de leurs activités, sachant qu'on a un fort axe marketing digital nativement depuis l'origine. On vous accompagne sur toute la chaîne de valeur, de la partie
on va dire, définition des use cases, architecture, roadmap, organisation, business case, jusqu'au déploiement opérationnel, comme on va le montrer avec le groupe Barrière, la mesure de performance sur tous les cas d'usage, et puis la formation des équipes une fois qu'elles sont internalisées. Et voilà. Dans tous les secteurs d'activité, même si on a effectivement plusieurs références dans le loisir et le tourisme, mais on travaille à peu près dans tous les secteurs d'activité. Merci à tous les clients qui sont là, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on va vous présenter l'origine du projet. Emmanuel va vous présenter l'origine du projet, puis ensuite Salomon va faire un focus sur les différentes initiatives qu'il y a eu pendant ce projet-là. Et puis on vous laissera quelques temps pour les questions-réponses. L'origine du projet. Alors, la jeunesse du projet, depuis 4 ans environ, sous l'impulsion de la 4e génération du groupe Barrière, d'Alexandre de Seigne-Barrière et puis de sa sœur Joy aussi. On a entrepris une grande transformation basée sur une stratégie d'innovation assez ambitieuse de la data et du digital, mais pas que, pour conforter nos positions en France et continuer d'être le leader dans ce que deviendra le casino de demain, et puis sur l'hôtellerie pour rester une référence sur ce luxe authentique et familial, d'affirmer ce positionnement, et puis comme je vous le disais, d'avoir une vraie logique et une volonté de faire de l'expansion à l'international. Une fois qu'on a dit ça, sur le casino, donc devenir un leader incontestable du casino de demain, de plus en plus, il y a de l'immersivité, du digital dans nos casinos, et l'expérience est un peu globale, à la fois on et off, et on veut être un acteur partie prenante là-dessus. Et sur la partie hôtellerie, on a un peu moins de digital. Le digital est là pour accompagner les expériences, de même que la data, mais on verra quelques use cases. On a une conviction aussi, c'est que le digital comme la data n'ont de sens pour nous que s'ils nous permettent de concevoir des produits, des expériences qui enrichissent évidemment l'expérience de nos utilisateurs, mais dans notre industrie, qui est une industrie de luxe où l'essentiel de ce qui passe dans les émotions sont là aussi au travers des collaborateurs, le digital comme la data doivent nous permettre de développer des outils et d'amener à nos collaborateurs des outils, des insights qui leur permettront à la fois d'avoir plus de temps pour passer du temps avec nos clients, et aussi plus de connaissances sur eux pour magnifier et enrichir la relation qu'ils auront avec eux. Donc c'est les deux gros pans de ce qu'on travaille, aussi bien en digital qu'en data, qui est écrit ici, et que Salomon, je pense, va vous présenter derrière des use cases. La chose importante aussi dans notre démarche, c'est que on a systématiquement en tête une démarche à 2 vitesses, et c'est particulièrement vrai pour la data. On partait de loin, enfin pas de loin, c'est-à-dire que on n'avait pas complètement innové dans ces domaines, notamment à la DSI, à la data. Donc on avait des assets qui étaient assez vieillissants, et notre parti pris, ça a toujours été d'avoir un développement à 2 vitesses, au sens où d'être très vite capable d'apporter quelque chose à nos utilisateurs ou à nos clients sur les infrastructures existantes, donc qui n'étaient pas state of the art, et en parallèle de construire les socles data digitaux du futur qui nous permettront de faire encore plus de use case demain. Mais cette volonté d'avoir toujours 2 vitesses et d'être capable d'amener vite des choses à nos clients et à nos collaborateurs, c'est vraiment un parti pris dans toute notre démarche qui nous a toujours guidés. Alors, sur les piliers de la transformation data, donc on est reparti des 4 piliers classiques que vous connaissez tous sur les cycles de vie data. Donc collecter, analyser, personnaliser, piloter. Et du coup, on a essayé de se projeter sur la cible en se disant, sur chacun de ces piliers, quelle est la cible ? Et donc, à partir du moment où on se pose cette question et on arrive à le définir, ça nous donne automatiquement la feuille de route. Donc, sur la partie collecte, l'idée, évidemment, les données first party, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour tous les groupes. Donc, l'idée, c'était évidemment de ne pas passer à côté de nos leads, et donc d'être capable de récupérer et d'embaser la majorité de nos propres clients sur l'ensemble des activités que l'on peut opérer. Donc ça, c'est vraiment la priorité.
Donc évidemment, comme l'a dit Emmanuel, on a dû faire des choix. Donc on avait déjà une Customer Data Platform, on a décidé de la garder, mais de l'enrichir pour avoir la donnée de nos clients sur tous les canaux, de toutes les expériences et sur toutes les interactions et communications qu'on peut avoir avec eux et qu'eux peuvent avoir avec la marque. Ça, c'est pour le pilier Collect. Donc la cible, c'est celle-là. Sur la partie analyser et partager, là, on a deux objectifs finalement. La première, c'est de transformer finalement la data en valeur business. Donc là, ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte de faciliter l'accès à la donnée, de faire en sorte que tous nos data analystes au sein du groupe soient en capacité de voir quelles sont les opportunités business qui peuvent émaner de la data. La deuxième chose, c'est évidemment de mettre à disposition des opérationnels soit ces insights, soit la connaissance que l'on peut avoir de nos clients ou de nos métiers. Donc là, pareil, la roadmap, elle doit répondre à ça. Et ce pilier, on doit dans la feuille de route, pour justement adresser ce pilier, se donner ça comme objectif. Sur la personnalisation, là, ce qu'on veut, c'est une activation CRM qui soit omnicanal et multicanal d'ailleurs. Et donc, pareil, on ne peut pas faire que du CRM, on ne peut pas faire que du digital. Il faut une cohérence entre les deux, il faut une cohérence sur tous les canaux. Et on sait que l'expérience, elle ne se fait pas que sur un canal. Donc, personnaliser, ça, une fois qu'on a analysé, qu'on a collecté, qu'on a pu construire et unifier cette connaissance à la fois de nos clients, mais aussi de nos opérations, on est capable d'avoir une personnalisation qui est cohérente. Et là, il faut être capable de l'orchestrer. Donc la cible aussi, c'est de pouvoir orchestrer cette personnalisation. Et pour le pilotage, là, on part de deux grands... Enfin, on a plusieurs axes de travail, mais le plus important, c'est d'être capable d'industrialiser notre production de report, d'être capable de pouvoir avoir une plateforme de data vis et un socle qui soit suffisamment solide et robuste pour pouvoir justement produire des reports assez facilement. C'est une volonté aussi d'avoir un outil qui soit compréhensible par tous nos métiers, c'est-à-dire qu'on va démultiplier les reports. Donc il faut aussi une certaine ergonomie, une certaine compréhension de nos reports qui soit simple et qui soit intuitive pour tous nos collaborateurs. Et ensuite, c'est de travailler les reports sur plusieurs axes. À la fois un axe Customer Report, se dire il faut qu'on connaisse notre portefeuille client, mais aussi un axe Performance Business sur tous nos canaux de vente. Et derrière, aussi, permettre en fait aux opérationnels d'optimiser leur métier au quotidien. Donc des reports qui servent ces trois objectifs. Donc, alors le fil d'Ariane là-dedans, vraiment ce qu'on essaye quand même de faire pour que tous ces piliers soient aussi cohérents, c'est on se donne une idée de vitesse, comme l'a dit Emmanuel. Il faut qu'à chaque fois on réfléchisse à deux vitesses. Il faut qu'on soit capable de collecter plus vite, d'analyser plus vite, de personnaliser plus vite, mais aussi d'industrialiser le pilotage de notre performance. Et le tout en conformité avec la réglementation. Alors évidemment, on doit tous être compliant RGPD. Mais nous, en plus, on est opérateur de maison de jeu, donc forcément, on a encore une réglementation un peu plus complexe que celle qu'on peut avoir dans d'autres métiers. Et évidemment aussi différente selon les casinos, selon par exemple la situation des casinos. Sur la partie donc roadmap, donc on a essayé un peu de vous résumer la roadmap sur 3 ans. Sur la collecte, la première chose que l'on a fait, c'est se dire comme il faut que ce soit à 2 vitesses. Le parti pris, ça va être de dire on ne remet pas en cause nos écosystèmes décisionnels. On les a, ils existent, ils ne sont pas forcément en temps réel, des fois il y a quelques problèmes de qualité de données, mais au moins ils ont le mérite d'être là et nos data marts sont déjà générés. Donc on va se servir de ça finalement pour déployer notre premier socle de data vis et nos reporting. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on se dit, déjà on vérifie que tout est bien en conformité, donc on vérifie les règles de rétention de données, on vérifie que vraiment on est compliant à la fois avec la RGPD, avec la réglementation sur la régulation des maisons de jeu. Et une fois qu'on a ça, on doit à la fois du coup fiabiliser les data warehouse historiques parce que c'est eux qui vont nous servir pour les reporting et construire notre future plateforme data qui est le data lake. Donc ça c'est pour la partie collecte. Pour la partie analyse, là c'est pareil, on va essayer d'unifier la connaissance client, on va construire une première segmentation sur la base de nos customer data platform actuelles et après ensuite développer les modèles statistiques dès qu'on a le data lake qui est en place. Sur la partie personnalisation, là, on va essayer d'abord de créer des ponts entre nos activités en ligne et nos activités casino physiques.
Et en même temps, on va se dire qu'en cible, on veut outiller nos collaborateurs et digitaliser notre parcours client, donc fournir en fait de la personnalisation à l'ensemble de nos canaux de vente et de nos points de contact. Et le pilotage, là on s'est donné aussi une roadmap qui est, on construit le socle de la nouvelle plateforme BI et après, on le verra ça en détail, mais on fera du pilotage sur l'ensemble des métiers. Donc pour faire ça, il y a une grosse équipe Equancy qui a été mobilisée jalon par jalon, stream par stream. Et j'en profite parce que j'avais prévu de le faire à la fin, mais la fin risque d'être raccourcie pour les remercier. Donc Thomas qui a géré toute la partie BI et Power BI, Fabrice qui a géré la partie plateforme et use case, et puis Nizar qui était le lead data scientist à la fois sur les use cases, sur le data lake et le cas d'usage sur les casinos. Voilà, donc c'est à peu près une dizaine de personnes qui ont été mobilisées côté Equancy avec un facteur clé, c'est il y avait un interlocuteur chez Barrière, donc tout était concentré sur Salomon, qui n'a pas encore pris trop de cheveux blancs, mais il n'a pas beaucoup dormi ces dernières années, et ça a facilité quand même pas mal de choses. Alors, le point de départ de la BI du groupe, c'était très simple. On avait plusieurs sources de données, donc des fois pas temps réel, donc avec un certain temps de retard sur des choses que l'on veut tout de suite mesurer. Des nombreux outils, parce qu'on avait plusieurs outils de BI, donc on avait du Click, on avait du SAP, donc voilà, donc il avait fallu en choisir un. Et également des reportings qui jusqu'alors étaient envoyés par mail, donc c'était pas des reportings interactifs et en plus forcément pas à jour. À la fin, un an après, on a un seul outil de DataVis dans le groupe, on a décommissionné tous les autres, on a 230 utilisateurs, je crois qu'on a plus d'une vingtaine de reports et des data analysts dans différents métiers qui sont capables justement de développer leurs propres rapports et que l'on a formés. Alors, pour faire très vite, là, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la partie vraiment transformation BI, on a construit d'abord le socle technique, on a refondu les rapports, on a créé de nouveaux rapports pour obtenir aussi un effet waouh, notamment pour donner accès aux opérationnels sur leur téléphone mobile. On a décommissionné l'ensemble des anciens outils de DataVis justement pour pouvoir faire des économies. Et puis ensuite, on a commencé à internaliser des rapports qui étaient produits par nos prestataires externes. Donc là, on a repris la connaissance en interne. Et ensuite, on a uniformisé en fait tous ces reportings sur tous les métiers pour que des gens du casino soient capables de regarder les perfs de nos hôtels et l'inverse. Et donc là, la prochaine étape pour nous, c'est d'attaquer un peu tout ce qui va être reporting sur nos établissements à l'international, où on a des outils et des systèmes différents et où on doit tirer les bons flux pour justement pouvoir avoir des rapports qui marchent à l'international. Donc notez bien les dates, vous avez, ça va vite. Et ça c'était que la partie BI. Voilà. Donc sur la partie data, là on a choisi d'highlighter vraiment 3 sujets. Le premier, c'est protéger notre clientèle à valeur dans nos casinos. Tout simplement parce que, comme tous les acteurs de divertissement, on a connu une crise et du coup, il a fallu faire face à la baisse des entrées. Donc vraiment protéger cette clientèle. Ensuite, stimuler vraiment la demande de la clientèle high-end et premium sur l'hôtellerie. Et enfin, pour nos collaborateurs terrain, les aider à optimiser la performance de nos casinos sur la base évidemment de leur expérience terrain. Donc pour prendre le premier, protéger notre clientèle casino à valeur, pourquoi ? C'est simple, la première chose, c'est évidemment que l'on veut soutenir la fréquentation qui était en baisse à la sortie du Covid, à la sortie de la crise Covid. On a voulu également prévenir l'addiction des comportements à risque parce qu'on se positionne aussi comme un groupe responsable. Et on a voulu également aussi protéger notre business, faire en sorte que justement à la sortie de cette crise, nos clients à valeur, ils continuent de venir chez nous dans nos établissements. Donc pour faire ça, on a fait dans notre data lake, on a commencé à faire un modèle de prédiction dans lequel on prédit les nouveaux clients à potentiel, dans lequel on prédit les risques d'addiction. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va justement les envoyer sur des applications mobiles, applications collaborateurs pour être capables
de notifier dès qu'un client rentre nos opérationnels pour leur dire bon voilà, il y a un client, il y a potentiellement un client à risque d'addiction ou il y a un client à valeur qui vient de rentrer, et ensuite pouvoir avoir une relation personnalisée avec ce client. Donc tout ça, c'est opéré par le Data Lake. La première chose à laquelle on réfléchit avant de réfléchir au modèle, c'est comment est-ce qu'on va l'activer, évidemment. Ça va conditionner le modèle et la difficulté et la complexité du use case. Donc, une des particularités liées au luxe, c'est que finalement l'activation finale, elle est faite par les opérationnels qui sont sur les points de vente ou les points de divertissement. Et donc bon, alors justement, donc premier retour sur ce use case, on l'a fait en pilote sur 2 casinos, notamment vraiment le fait de détecter nos clients à valeur, donc surtout celui-là. On a commencé par le déployer sur 2 casinos pour voir les retours terrain. On a eu des petites anecdotes sympathiques puisqu'on a des clients qui ont apprécié cette reconnaissance, puisque c'était des anciens clients à valeur qui étaient partis dans d'autres établissements et qui, lorsqu'ils sont revenus, ont été reconnus comme clients à valeur. Ils se sont dit, tiens, vous vous souvenez encore de nous. On a en moyenne activé 10% des clients qui ont été détectés par les modèles, donc c'est déjà pas mal. Et maintenant, vraiment l'attention qu'il faut qu'on ait, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas surcharger les opérationnels et bien prioriser les notifications qu'on envoie sur nos applications collaborateurs. Parce qu'il y a quand même beaucoup de flux dans le casino, donc on ne peut pas traiter tout le monde de cette façon-là. Il faut trier les personnes pour lesquelles ça a de la valeur. Et il n'y a pas d'offre associée, c'est vraiment juste de la relation. On est dans du traitement différencié, ça suffit pour marquer des points. Sur la partie vraiment développer la clientèle high-end, donc pour l'hôtellerie, là on a eu une réflexion un petit peu différente. On a voulu faire, donc objectif évidemment, c'est recruter des clients à valeur, recruter des clients premium, et aussi pouvoir augmenter nos taux d'occupation et le panier moyen de nos clients. Donc là, l'idée, c'est pareil. Avec le Data Lake, cette fois, on a fait un modèle un peu différent, plutôt un modèle de clustering. On a segmenté en fait notre clientèle à valeur. Et une fois qu'on a segmenté notre clientèle à valeur, on a choisi un segment en particulier que l'on voulait activer en fonction d'une certaine période, puisque c'était la période par exemple estivale. On a envoyé ce segment on a voulu faire de l'activation média, donc on a commencé par Facebook, et donc on a fait de l'activation en lookalike sur ce segment-là dans Facebook avec 2 formats finalement d'offres différents. Et du Linkad ou de l'instant expérience sur Facebook. Et là, on a constaté quand même des retours assez intéressants. Donc là, vous avez quelques captures d'écran de l'activation qui a été faite en média. Et donc, on a constaté quand même des chiffres un peu sympathiques, puisqu'on a un return on ad spend qui a augmenté à peu près de 20% en 2 mois. Et le nombre de leads, on est encore en train de le mesurer, mais on voit déjà qu'il y a une grande augmentation du nombre de leads. Ce qui est important, et l'expérience que l'on a avec les autres clients, c'est qu'il y a le coup d'essai, où on a quasiment tout le temps des bonnes performances, mais ce que l'on apprend au coup d'essai permet au coup d'après d'être bien plus performant que la première fois. Donc c'est des bonnes perspectives pour vous. Et enfin, donc 3e use case, donc optimiser la performance de nos casinos. Donc là, sur nos établissements, on en a 26 en France. Donc sur ces 26-là, on a des opérationnels qui ont une forte expertise terrain, donc plus de 25 ans d'expérience pour certains. Donc là, l'idée, c'était de se baser un peu sur leur expertise pour les aider à automatiser à la fois leurs analyses et aussi les recommandations que l'on peut faire. Donc l'idée, c'était vraiment de confirmer et infirmer les bonnes pratiques, d'uniformiser l'analyse sur l'ensemble de nos établissements et d'outiller nos opérationnels avec des outils d'aide à la décision. Donc sur ça, ce qu'on a fait, c'est, alors pour l'instant, on est loin d'avoir fini. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire quasiment à plein temps. Donc là, on a fait une analyse exploratoire sur des casinos pilotes. On a mis en place les référentiels de données machines, référentiels de données emplacement. On a commencé à travailler sur des modélisations qui nous permettent à la fin d'obtenir des recommandations d'optimisation. C'est un modèle qu'on continue d'éprouver avec le terrain. Et l'idée, c'est de fournir ces recommandations sur nos systèmes de reporting et nos systèmes de data vise avec des reportings d'analyse vraiment chirurgicaux et des heatmaps pour justement permettre aux opérationnels, puisqu'on a les mêmes problématiques que dans le retail, c'est quels sont les meilleurs emplacements de machines, est-ce que la position d'une machine dans un banc, ça va jouer sur la performance, comment ça va jouer.
Donc voilà, c'est de leur permettre d'avoir quelque chose qui les aide à prendre des décisions. Un des challenges sur ça, c'est que c'est des données qui étaient peu exploitées, donc peu structurées, donc peu accessibles. Et donc il y a recollecter, normaliser avant de pouvoir faire ça, c'est un travail cette analyse-là, sachant que y a le pari aussi. Vous pensiez, et puis la littérature disait qu'il y avait des choses à gagner, mais il y avait quand même un inconnu. Est-ce qu'on arrive à trouver des enseignements dans ces milliards de comportements différents, dans ce mix de machines qui varient, et dans des casinos qui potentiellement n'ont rien à voir les uns avec les autres, hein. Oui, mais ce que ça fait aussi, ça permet de faire du partage de bonnes pratiques entre tous ces gens qui sont sur leur casino, qui optimisent ça au gré de leur expérience, et mettre un peu de data derrière, ça leur a permis aussi de partager leurs meilleures pratiques les uns avec les autres. Donc à la suite de ces analyses, de l'analyse exploratoire, on a déjà pu détecter des améliorations à tester sur certains de nos casinos pilotes. On a uniformisé les axes d'analyse et on a surtout créé et finalement animé aussi une communauté d'experts qui jusqu'à présent était quand même assez isolée, puisque chacun avait ses bonnes pratiques dans son établissement et ce n'était pas forcément partagé sur le réseau. Là, on les a validés ensemble et on a commencé à les partager. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le début d'une histoire, cette partie-là. Ouais. Si on retient quelques clés de réussite sur ce projet, et je pense que je vais commencer par une clé qui n'est pas notée là, parce que j'y ai réfléchi cette nuit, je pense que une des clés, c'était un pilote dans l'avion chez Barrière et un prestataire en face. Vous auriez pu découper, dire la partie BI c'est le prestataire X, la partie X c'était un autre prestataire, et c'est Emmanuel qui a d'ailleurs eu l'idée de dire non, concentrons, parce que c'est beaucoup d'énergie à piloter différents prestataires, et le fait d'avoir tout sur Salomon et d'avoir le lien direct entre Salomon et moi, je pense que c'est une des clés de réussite de ce projet-là. Ensuite, comme tout projet data, un projet data c'est pas un projet data, ou en tout cas c'est pas un projet que de data, et donc il est extrêmement important, notamment en amont, de bien réfléchir à ce qu'on va en faire et quel levier business on va activer. Donc la collaboration entre les équipes data, IT et métier, et je mettrais même le métier au premier plutôt que le reste, est fondamental, et de bout en bout, pas juste au début ou pas juste à la fin. Je pense que en fait il y a quasiment une roadmap à 3 temps. Parce que effectivement on a démarré la partie BI sur, on va dire, les infrastructures qui existaient pour pouvoir délivrer vite, mais aussi sur la partie Data Lake, on a construit la plateforme et en parallèle, on a développé les use cases pour ne pas attendre d'avoir la plateforme et avoir un effet tunnel en se disant, et avec ça, on a gagné 3 ou 4 mois, je pense. Voilà, et puis l'avantage de la data, c'est que ça peut être rapidement visible. Donc la data vis, c'est top parce que ça fait un effet waouh, et en général ça permet d'embarquer pas mal de monde. Il suffit que le premier qui sort se vante auprès de ses collègues lors d'une réunion en disant regarde ce que j'ai, machin, etc. Tout le monde le veut. Ça a été le cas chez nous. Ça c'est toujours le cas, et il faut vraiment jouer là-dessus avec le challenge de dire oh là, comment je fais pour pas tout prendre le tsunami derrière. Voilà, ça c'est le premier sujet. Et après sur les cas d'usage data, moi, j'en ai jamais vu qui n'ont pas fonctionné. Quand on est sur des grosses marques avec des gros volumes, les leviers business sont très importants, et c'est assez rapide. C'est assez rapide, moi, à l'échelle de moi quand même, de montrer un ROI, de montrer un volume, de montrer une efficacité opérationnelle. Et ça, c'est la preuve tangible qui va faire accélérer le reste. Voilà. Donc voilà. Après, je pense qu'un de vos challenges, c'est la suite, parce que maintenant que vous avez démontré que ça fonctionnait, il va y avoir de plus en plus de demandes. Le socle, il existe, donc ça va faciliter les choses. Mais il va falloir animer cette dynamique et continuer les promesses. Et les cas d'usage, ils sont jamais terminés, en fait. Ils s'optimisent. Celui sur le casino, je pense qu'il y en a pour des années, c'est un truc de fond, c'est le cœur du moteur du casino. Sur les autres, ça s'optimise, et il y a des nouveaux tests à faire sur des nouvelles périodes, sur des nouvelles cibles. Donc il y aura les existants sur lesquels on les nourrit, on les fait évoluer pour améliorer la performance et contribuer plus au business, et les nouveaux qui vont venir se greffer au fur et à mesure. Non, rien de plus à dire, et je pense que ces trois éléments-là sont importants, et c'est vrai que pour nous, la suite, de continuer avec
cette volonté de faire en petits pas, de délivrer des choses, de garder une équipe sur la data encore plus qu'ailleurs. Je pense que c'est absolument essentiel qu'il y ait un pilote et de fait Salomon qui ait les deux facettes, qui comprenne le business et qui soit très, très tech et qui anime l'ensemble des équipes, et donc garder cette gouvernance-là avec... il a quand même un partenaire de l'autre côté aussi, côté métier, mais garder cette gouvernance, c'est absolument clé pour nous, garder ce rythme, cette gouvernance, cette volonté d'apporter toujours des preuves concrètes, ça va être la clé de notre succès futur, et en tout cas, c'est notre feuille de route pour demain. Donc voilà, moi en conclusion, je dirais merci au groupe Barrière de nous avoir fait confiance et merci aux équipes Equancy d'avoir mis toute l'énergie nécessaire pour arriver à délivrer tout ce qui a été délivré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je le vois à travers mes clients. En si peu de temps, avoir réussi à délivrer tout ça, c'est un bel exploit. De part et d'autre, hein, je dis pas... voilà. Bravo aux équipes, c'est vrai, je les vois au bout là-bas. Donc bravo aux équipes Equancy, effectivement aussi. Est-ce que vous avez des questions? Romain. Sur l'organisation interne, parce qu'on a vu beaucoup l'organisation externe avec Equancy, en interne, est-ce que vous avez un miroir ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez décidé de tout externaliser avant peut-être de sourcer ces compétences? Et la deuxième question, c'est en termes de réglementation et compliance, est-ce que vous avez aussi une équipe juridique qui vous accompagne ou un DPO ou comment ça fonctionne en fait? Alors, je vais répondre à la première, si tu veux répondre à la deuxième. Non, mais on a un DPO, point, et voilà, qui nous accompagne. Sur la première question, donc l'organisation en interne, donc des équipes internes, et oui. Alors, on a effectivement, donc Emmanuel commence à en parler, mais on a 4 équipes. Enfin, moi j'ai 4 personnes, on est 4 en interne chez Barrière dans la partie data à la DSI. On a 3 personnes côté business. Donc ça fait une équipe de 7 personnes business et IT. On travaille vraiment ensemble sur nos sujets comme une seule et même équipe projet sur l'ensemble de nos sujets data. Et oui, on se renforce après avec des partenaires techniques, donc beaucoup avec de la régie aussi chez Equancy. On fonctionne un peu en forfait et beaucoup en régie et avec un pilotage finalement des ressources en interne. Et on a un copil data régulièrement. On a une gouvernance data pour piloter ça voilà, la petite équipe et puis qui rendent des comptes aux sponsors on fait tous les 15 jours et un gros copil tous les mois. Et sur la partie juridique, effectivement, on a une DPO en interne et on travaille sur tous les sujets data. On travaille vraiment en amont avec la DPO. Elle fait partie aussi des équipes projet. Voilà, donc elle nous accompagne au quotidien, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, on a une réglementation qui est aussi, dans certains pays, plus stricte que celle que l'on peut avoir sur la réglementation européenne. Une autre question? Oui. Sur la partie collecte des données, parce que là je vous ai vu plusieurs sources qui alimentent le data lake. Du coup, le choix que vous avez fait, c'est que vous avez développé vous-même tous les connecteurs ou vous avez choisi un intégrateur sur le marché? Non, on a choisi de faire peut-être tu pourrais juste répéter la question. Alors oui, tout à fait, tu as raison. Donc au niveau des choix techniques et technologiques que l'on a fait pour construire la plateforme data, on est parti sur de construire notre plateforme data en interne. On l'a faite sur GCP. Pour plein de raisons. Alors évidemment une plateforme data sur Google Cloud Platform. Donc voilà, on l'a faite avec nos propres collecteurs d'ingestion. Donc là, on a une plateforme data qui ingère en fait des flux de données avec nos propres. C'est nous qui traitons en fait tout le système d'ingestion. On l'a développé avec les équipes d'Equancy. Et derrière, c'est cette plateforme data qui va à la fois entraîner les modèles et les exécuter. Et les résultats de ces modèles-là vont être ensuite activés. On va se servir également de services qui sont fournis par GCP pour pouvoir activer plus rapidement les résultats des modèles. Donc l'idée derrière, l'idée de choisir une plateforme cloud, c'est évidemment la scalabilité, c'est un peu le time to market parce qu'on a déjà un bouquet de services qui est déjà prêt et aussi on bénéficie d'une plateforme évolutive. Et GCP parce que c'est aussi un open cloud et qu'on était plutôt, enfin moi j'avais déjà des expériences sur GCP, on en était très content et c'était plus rapide.
Alors on a choisi d'intégrer Power BI avant de choisir la plateforme data sur Donc la question sur GCP. était autour de compatibilité Google Power BI au final, qui est une question qui revient souvent, notamment cette semaine. De toute façon, c'est évident qu'à partir du moment où on a Data Lake sur GCP, que les données sont ingérées chez Google et qu'on construit nos data marts chez Google ou nos nouveaux data marts chez Google, effectivement, à partir du moment où on a une plateforme qui est Power BI chez Azure, on va avoir des coûts de sortie des données de Google vers Azure. Maintenant, pour l'instant, ils sont minimes. Même si on a beaucoup de reporting, les taux de rafraîchissement de ces reports c'est pas toutes les heures ni toutes les minutes. Donc nous, avec notre business, on a mesuré et ces coûts-là restent quand même viables. Voilà. Mais effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, j'ai une question toute bête parce que je connais très mal le milieu du casino, mais comment vous arrivez à capter la donnée d'un client qui joue à une machine à sous? Ben, en fait, tout est T'es pas très électronique. cliente fidèle. T'es pas très cliente fidèle. La machine. D'accord. Alors, je sais plus depuis quand il n'y a plus de pièces dans les machines, mais il n'y a plus de pièces dans les machines. Tout est électronique. Il y a des compteurs qui remontent tout. Mais il y a et des donc, billets. on a toute la Il y a des data. billets quand même. Tu peux mettre des billets. Mais tu peux mettre des billets de 500 euros si tu veux. Tu peux mettre des billets. Mais il n'y a plus de pièces et tout est électronique. Donc Non, mais toute aujourd'hui, data justement, remonte. c'est parce que c'est un métier qui est très régulé, donc tout est tracé. Donc justement, du coup, s'il y a bien un métier pour le coup dans lequel on a une manne de données énorme, c'est bien celui-là. Ouais, il y a de quoi s'amuser. Merci à vous. Et puis s'il y a des questions après la séance, on va rester un petit peu. Merci beaucoup. Merci.